rude à droite. Ça, c'est une chose tout à fait étonnante, parce que vous savez que cet arc de triomphe a été inauguré par Thiers, clandestinement presque, à 5 heures du matin. Il a été commencé sous Napoléon et fini... mais sous Louis-Philippe, et Louis-Philippe avait tellement peur des républicains et des bonapartistes que Thiers l'a inauguré très tôt le matin pour ne pas avoir de manifestation. Et c'est la Marseillaise de Rude qui donnait le coup de départ aux manifestations républicaines. Voilà, ça c'est un plan qui est pris, vous voyez, de la voûte exacte de l'Arc de Triomphe. Nous sommes tout au-dessus de la dalle sacrée, de la dalle du soldat inconnu, avec le drapeau qui nous sépare, cette voûte de 52 mètres de haut. Et voilà, la flamme du soldat inconnu, avec la gerbe qui a été déposée ce matin, au nom, je crois, du président de la République. Qui nous ramène à 1919 et à l'immédiate après-guerre. Vous savez qui était à la tête des 1000 mutilés qu'avait demandé Clémenceau? C'était Maginot. Maginot, qui sera ministre, voilà, qui n'a qu'une jambe, mais qui sera ministre de la guerre ensuite. C'était lui-même un Et grand c'est lui qui avait décidé de... L'homme de la célèbre ligne Maginot. Oui, bien sûr, de la construction de la ligne Maginot. Mais c'est lui qui avait décidé, surtout, je crois, du transfert d'un soldat inconnu voilà, à l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Ce soldat ayant été choisi par un jeune militaire qui appartenait à la 3e section, la 3e compagnie du 33e régiment. C'était un choix, et lui-même avait fait un choix extrêmement mathématique pour retrouver un inconnu réel. Là, nous sommes toujours, et bien voilà Pierre Miquel, la voiture du chef de l'État qui a quitté le palais de l'Élysée il y a quelques minutes, quelques secondes même, et qui se dirige maintenant vers l'avenue de Friedland, vers la place de l'Étoile. D'habitude, nous retrouvions le chef de l'État directement en haut. Là, nous avons pu, grâce à notre hélicoptère, récupérer le véhicule du président de la République un peu plus bas dans l'avenue de Friedland. Monsieur Jacques Chirac est accueilli par le général-gouverneur militaire de Paris, le général Guignon, et va commencer la partie purement militaire de cette cérémonie du 14 juillet 1995. Le président de la République est accompagné... Ancien lieutenant au 6e de chasseurs d'Afrique. Oui, tout à fait. Sorti major de Saumur, si je me trompe, comme officier de réserve. Il est accueilli dans ce que nous n'appellerons jamais le commande-car, mais le véhicule de commandement du président de la République, et à ses côtés, le général Guignon, gouverneur militaire de Paris. C'est la première fois que M. Jacques Chirac préside aux cérémonies du 14 juillet. C'est tout à fait normal puisqu'il a été élu il y a un peu plus d'un mois maintenant, et que s'il a remonté certes le 8 mai ces Champs-Élysées, c'était en tant que président élu et non pas encore président en exercice. Voilà le véhicule de commandement de M. Jacques Chirac va pénétrer sur la place de l'Étoile. Il passe devant le véhicule de commandement du général de Lambert, qui est le général qui commande la 7e division blindée. Et le général Guignon va indiquer au fur et à mesure au président de la République les unités devant lesquelles va passer le 27e régiment de commandement et de soutien. Ensuite, nous aurons la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je vous redécrirai toutes ces unités, bien sûr, dans le détail, dans quelques minutes, lorsque la revue sera terminée et que le défilé commencera. Là, les véhicules des sapeurs-pompiers, toujours. Et puis ensuite, nous allons passer devant le 32e régiment d'artillerie, avec ses chars équipés de canons 255. Et nous passerons ensuite, voilà, les chars équipés du canon 255. Et nous allons retrouver ensuite des AMX-30 qui appartiennent au 3e régiment de cuirassiers. Un but tout à fait exceptionnel, là, vous le constatez, de l'escorte de la garde républicaine et du véhicule du chef de l'État, avec une innovation là aussi cette année. Le véhicule du chef de l'État n'a pas de flanc-garde. D'habitude, vous avez la batterie fanfare de la garde devant, ensuite un escadron à 72 sabres de la garde républicaine à cheval, le véhicule du chef de l'État, et de part et d'autre de la voiture du président de la République, des gardes républicains à cheval. Cette année, le président Chirac a demandé
à ce que ces flancs-gardes, ces gardes à cheval qui escortaient le véhicule à droite et à gauche, ne soient pas là, ce qui lui permettra de voir plus directement les unités qui vont être passées en revue. Et derrière la voiture du chef de l'État, bien sûr, une voiture de secours et un deuxième escadron à 72 sabres de la garde républicaine de Paris. Voilà, l'escorte du président de la République est sur les Champs-Élysées. Monsieur Jacques Chirac est lui-même sur les Champs-Élysées. Cette descente va durer une quinzaine de minutes. Et puisque nous en sommes là, nous n'allons pas quitter cette image, mais avec vous, colonel, vous êtes du CIRPA, je vous ai demandé d'être avec moi parce que nous allons un petit peu parler du thème qui a été choisi par le président de la République pour le défilé de cette année. Traditionnellement, c'est le chef de l'État qui choisit le thème et il a choisi les forces de projection et d'aide à la défense civile. Alors, je dirais que c'est un petit peu compliqué comme thème. C'est pas une unité qui défile, je le disais, c'est plutôt un contexte. Est-ce qu'on pourrait expliquer ce contexte ? Oui, tout à fait. Mais ce que je pourrais vous dire en première vue et en première réponse sur le thème, c'est qu'en fait, c'est un hommage qui est rendu à l'armée de la nation, bien entendu, mais que les forces qui composent, aussi bien les forces de projection que l'aide à la sécurité et à la défense civile, sont les mêmes unités, sont les mêmes forces, en fait. Toutes militaires, enfin, ou toutes militaires, mais pas forcément avec le même objectif. Oui, alors si vous voulez, je vous en dire quelques mots, parce que c'est tout à fait intéressant de voir ce parallèle et de voir justement qu'il s'agit des mêmes forces. Alors, bien entendu, c'est pas à vous que je rappellerai que la mission des forces armées aujourd'hui est de se préparer aux engagements, et éventuellement au combat, pour défendre les intérêts de la France là où ils sont menacés. Et je me réfère en cela au livre blanc sur la défense. Alors, projection, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, projeter, ça veut dire envoyer des soldats par différents moyens, terre, air, mer, dans des endroits où la France a besoin d'eux. Et ces unités projetées, eh bien, remplissent des missions qui sont extrêmement variées. Alors, ça a été la guerre du Golfe, avec des missions de combat en 90-91. C'est un certain nombre de missions humanitaires qui sont remplies. Somalie en 93, pour ne citer qu'elle. C'est également un certain nombre de missions d'aide aux populations. Coup de main donné pour aider des populations de départements d'outre-mer lors de cyclones. Hugo en 89, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, on en a parlé tout à l'heure à propos du RSMA, du régiment du service militaire adapté. Là, il s'est agi d'envoyer une unité en renfort du service militaire adapté qui était présent sur place, mais c'est également projection pour remplir des missions qui évoluent au fur et à mesure du temps. Je vous prends un exemple très simple. Au Rwanda, on a envoyé des forces, on a projeté des forces pour faire de l'interposition, pour faire cesser les massacres. Et progressivement, ces forces ont vu leur mission évoluer en une aide humanitaire quotidienne. On part du militaire et on arrive à l'humanitaire. Certains disent que ce n'est pas forcément la bonne solution et que l'armée n'est pas forcément là pour faire de l'humanitaire. Bon, pas position, mais c'est effectivement une réflexion qui est faite souvent. Alors, c'est un peu le deuxième volet de l'affaire. Nos unités qui sont entraînées, qui sont formées, qui sont instruites au quotidien, qui ont des gens qui sont quand même d'assez bonne qualité, enfin vous le faisiez remarquer tout à l'heure, des gens qui sont disponibles, qui sont organisés, qui sont extrêmement dévoués, ont la capacité, puis qui ont des moyens, ont la capacité justement, au-delà de leur mission, qui je le rappelle est une mission de préparation à l'engagement et au combat s'il le faut, ont une mission à donner un coup de main aux populations. Alors, la liste, nous avons pour cela une liste importante d'unités déjà spécialisées. Vous avez l'exemple de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est une unité spécialisée. Vous avez les marins-pompiers de Marseille, vous avez les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, pour ne citer qu'elles, qui elles sont très spécialisées. Mais toutes les forces armées sont en mesure de donner un coup de main. Et elles le font au quotidien. Un chiffre que je vous cite de mémoire, ou alors je le regarde un peu plus près, c'est en 94, 45 000 journées ont été données journées de soldats, de travail de soldats ont été données pour des missions d'assistance aux populations, d'aide aux services publics. De différents pays ou uniquement en France? En France, si vous voulez, en France, ou dans les dom-toms, etc. Les départements d'outre-mer. Oui, mais là, il y a eu effectivement les inondations dans la région de Charleville, les inondations dans la région bretonne, qui ont été énormes et qui ont mobilisé beaucoup de gens, et puis des cyclones et des tempêtes, c'est ça? Tout à fait, absolument. Mais regardez, par exemple, dans le contexte d'un régiment du génie. Un régiment du génie, et il y en a eu plusieurs, était à la fois
en train de lutter, de donner un coup de main contre les inondations, et parallèlement, il entretenait un détachement à Sarajevo ou à Cacagne. Donc, vous voyez bien ce double aspect parfaitement illustré par, je cite des unités du génie, parce que les unités du génie ont les matériels qui leur permettent de bien réagir à ce genre de travail. Finalement, si on fait des comptes assez rapides, il y a combien de soldats français qui sont, je dirais, en dehors de l'Hexagone? En comptant, alors à l'extérieur de l'Hexagone, ceux qui sont en France, puisqu'ils sont dans les départements d'outre-mer, mais il y a combien de soldats? 50 000, 60 000? Il y a entre 50 et 60 000. Le chiffre exact, ça doit être de l'ordre de 58 000 pour l'ensemble des armées, terre, air, mer et gendarmerie, bien entendu. Alors, un gros paquet, c'est l'Allemagne? Alors, non, le plus gros paquet, c'est pas l'Allemagne. Le gros paquet, ce sont ce que l'on appelle les forces de souveraineté. Les forces de souveraineté sont des unités qui sont dans les départements et territoires d'outre-mer. Ça représente à peu près un gros tiers, si vous voulez, des 60 000. Alors, dans les départements et territoires d'outre-mer, ce sont des unités généralement à base d'appelés, le plus souvent de recrutement local, qui, bien sûr, assurent la défense et la sécurité dans ces départements ou territoires. Ils participent également à l'assistance aux populations et de plus, ils forment, ils instruisent et à la limite, ils offrent, enfin, ils préparent à un métier les jeunes ressortissants. C'est ce que nous avons vu avec les jeunes du service militaire adapté. Tout à fait. Avec 8 régiments du service militaire adapté. Mais il n'y a pas que. Bien sûr. Alors ça, si vous voulez, sont les forces de souveraineté. Pour donner un petit peu le point du parcours, c'est une ligne droite. Ça n'est pas tellement compliqué. Le chef de l'État est actuellement, je pense, au niveau à peu près de l'avenue Georges V, si je ne me trompe. Il me semble apercevoir un café-restaurant bien connu à Paris, qui fait l'angle de la rue Georges V et des Champs-Élysées. Je ne le citerai pas pour ne pas lui faire de publicité, mais il s'appelle le Fouquet's, donc je ne lui fais pas beaucoup de publicité. Et le chef de l'État descend, vous voyez, lentement, et est passé maintenant devant les dernières troupes, qui étaient les troupes de Légion étrangère, je ne me trompe, qui étaient implantées en bas des Champs-Élysées. Et maintenant, nous allons redescendre directement jusqu'à la place de la Concorde, en passant bien sûr par les chevaux de Marie. Oui, alors, encore un petit point, nous en étions, voilà, la Polytechnique, bien sûr. Polytechnique et la Légion étrangère qui est représentée aujourd'hui par le 2e régiment étranger de parachutistes. Mais nous en reparlons tout à l'heure. Je crois que c'est un régiment que vous connaissez bien, mais enfin, on va pas... C'est un régiment pour lequel j'ai une très profonde admiration. Très profonde admiration et affection, peut-être. Une affection, bien que ce soit un régiment qui appartienne à la Légion étrangère, mais où je n'ai jamais eu l'honneur de servir. Alors, mon grand regret. Voilà, vous parliez des forces de souveraineté tout à l'heure. Voilà le rond-point des Champs-Élysées que nous voyons sous un angle tout à fait particulier. Des forces de souveraineté, mais il y a aussi les forces de présence. Donc les forces de présence, absolument, ce sont des forces qui sont stationnées dans des pays africains, des pays qui sont liés à la France par des accords de défense, et qui sont donc là à la demande des pays concernés. Ils participent bien sûr à la stabilité des pays, à leur développement bien sûr, mais ils peuvent servir de base pour justement des actions de projection. Un petit rappel, si vous le permettez, lors des actions humanitaires qui ont lieu en Somalie ou au Rwanda, Djibouti et le Gabon ont participé à la mise en place de ces forces. Je crois que nous allons deuxième volet. Oui, on fait le deuxième volet rapidement parce que le chef de l'État descend finalement assez vite. Donc c'était les forces qui sont engagées. Donc forces de souveraineté, forces de présence. Nous avons également des forces occasionnelles que l'on trouve dans des pays du centre de l'Afrique, qui sont là, je dirais un petit peu à la demande et d'une manière temporaire. Voilà. Il y a moins de 2000 hommes, c'est pas beaucoup, c'est pas très coûteux, mais là aussi ça permet quand même une bonne stabilité du pays et d'assurer la présence. Les forces de l'ONU, si vous voulez bien, on va essayer de remonter peut-être du côté de la tribune parce que j'ai l'impression qu'il se passe peut-être quelque chose du côté de la tribune des jeunes. Thierry Curtet? Pas encore. Effectivement, le président de la République approche. Le président de la République approche de la tribune des jeunes. J'ai à mes côtés Ramzi qui est effectivement lui aussi invité à la Garden Party. On va garder le nom traditionnel. Non, on ne parle pas de Garden Party, la réception. Alors à la réception, il est invité à la réception. Tout à l'heure, vous allez voir donc le président Chirac. Est-ce que vous allez essayer de le voir? Est-ce que vous avez une question à lui poser plus particulière? Oui, j'aimerais bien le voir. Lui poser une question, c'est au niveau de la faculté. Lui demander qu'est-ce qu'il compte réaliser pour faciliter l'accès des étudiants à la faculté, mais aussi améliorer leurs conditions de travail là-bas. Et enfin, lorsqu'on a fini notre parcours, est-ce qu'à la fin, on proposera un vrai travail et non pas un CES ou un simple contrat à durée indéterminée, quoi. Pour des gens qualifiés, vous voulez dire? Voilà. Si c'est un contrat à durée indéterminée, ce serait bien. Effectivement, oui.
Pour me retrouver à 4 heures par jour en train de travailler, tout simplement. D'accord. Dites-moi, jeune homme, est-ce que vous aussi, vous êtes donc invité à la réception tout à l'heure, on va insister sur le mot réception. Est-ce que vous allez essayer de voir le président Chirac? Est-ce que vous avez une question à lui poser? Oui, je pense que je vais aussi essayer de lui poser une question. Comme dit, je suis étudiant. Moi, j'ai un problème particulier, je suis étudiant dans le domaine des sciences. Et en ce moment, les thésards semblent avoir beaucoup de problèmes pour trouver des postes. J'aurais aimé en particulier lui poser donc une question concernant la recherche, sa politique de recherche, sa politique aussi en ce qui concerne le CNRS et les études des thésards, leur possibilité de trouver un travail après 10 ans d'études, souvent. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que vous avez assez de budget, assez de moyens pour vos études actuellement? Personnellement, je ne suis pas à plaindre. Je sais que le système des bourses marche assez efficacement, même s'il y a toujours quelques problèmes. Je pense que de ce côté-là, pour les étudiants, il n'y a pas de problème. C'est après qu'il faut voir. Après 8 ans d'études, donc après la thèse, quand les étudiants réussissent à décrocher une bourse, ils peuvent avoir, eux, beaucoup de problèmes, passer un an au chômage et perdre tous leurs moyens et se retrouver avec un diplôme de docteur complètement démuni sur le monde du travail. Effectivement, donc vous l'entendez, Patrick, oui, le chef de l'État maintenant, les principaux soucis. Et le chef de l'État maintenant, je pense, passe devant votre tribune, non? Parce qu'il a passé la rue de Marigny, le cours Marigny. Alors il n'est pas tout à fait encore à notre hauteur. Est-ce que vous voyez Jacques Chirac? Oui, il arrive. Alors, vous le trouvez comment? Aussi grand qu'à la télévision? Je trouve présidentiel. Voilà, vous ne voyez pas encore très bien là, parce qu'il y a l'escorte qui est en train de vous le masquer quand même. Voilà, il est devant nous maintenant. Voilà. Oui, je le vois de loin, donc personnellement, l'impression de président. Hein. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Il impressionne. Bien, merci Thierry. On vous retrouve tout à l'heure au cours du défilé. Mon colonel, on va terminer rapidement avec les deux derniers points de cette présence française hors de l'Hexagone ou en aide civile. Oui, tout à fait. Alors, nous avons bien entendu environ 8000 hommes qui servent aujourd'hui à l'extérieur dans le cadre des forces mises à la disposition de l'ONU. La France, évidemment, dont cette ville en ex-Yougoslavie. Voilà, c'est la Yougoslavie et la Bosnie. La France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU et à ce titre, elle tient sa place au sein de l'organisation mondiale. C'est évident. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, les forces françaises stationnées en Allemagne, qui sont de l'ordre de 18 000 hommes et qui représentent un gros morceau du corps d'armée européen, qui est un des fondements de l'Europe de la défense. Voilà, une petite précision, on ne parle donc plus de FFA. Non, on ne parle plus des forces françaises stationnées en Allemagne. On parle des forces françaises stationnées en Allemagne. Il y a une différence, je dirais, politique et de statut. Voilà. Tout à fait, absolument. Alors, et vous voyez, le président de la République arrive, la garde républicaine s'écarte, il va passer de part et d'autre des chevaux de Marly. Un dernier mot, mon colonel? Je voulais simplement conclure en vous disant que toutes ces forces, bien sûr, sont des forces armées, c'est-à-dire terre, air, mer, gendarmerie. Ce sont des forces composées d'appelés, composées d'engagés, qu'on trouve donc partout dans le monde et qui contribuent à la présence de la France et à la défense des intérêts français. Mais tout cela, tout ce que je viens de vous dire... je sens venir la publicité. Pas du tout. C'est une information supplémentaire. Tous ces renseignements que je vous donne, eh bien, on les trouve dans Terre Magazine, le journal, un des journaux des armées, dont je suis très heureux d'ailleurs de vous offrir le dernier numéro. Le numéro 65, juillet 95, le corps européen. Mon colonel, merci. Cette revue des troupes est maintenant terminée et nous allons passer au défilé par lui-même. Et je vais donc faire un demi-tour puisque le chef de l'État descend, lui, de son véhicule de commandement où il va être accueilli maintenant sur la place de la Concorde par le Premier ministre, M. Juppé, par le ministre de la Défense, M. Millon, par le chef d'état-major des armées, l'amiral Langsad, voilà M. Charles Millon, qui quittera Paris d'ailleurs tout à l'heure, dans quelques minutes après le défilé, pour se rendre en Yougoslavie, par le chef d'état-major des armées, l'amiral Langsad, et par le chef de l'état-major particulier du président de la République, le général Queneau. Le président de la République va maintenant se diriger vers le drapeau du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine de Paris. C'est la garde républicaine qui rend les honneurs au chef de l'État. Voilà M. Jacques Chirac. Devant le drapeau de la garde républicaine, la Marseillaise.
Et c'est aux accents maintenant de la marche du premier consul à Marengo que le président de la République, M. Chirac, passe en revue les compagnies du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine de Paris, commandé ce matin par le colonel Miviel, qui commande le 1er régiment de la garde. Légèrement sur la droite du chef de l'État, M. Alain Juppé, le colonel Miviel, qui salue le président de la République. Et qui présente, je pense, son unité au chef de l'État. Le chef de l'État qui lui répond avec un grand sourire, vous l'avez remarqué. Monsieur le président de la République, maintenant Jacques Chirac, se dirige vers la tribune officielle où l'attendent les personnalités qui sont arrivées tout au long des minutes qui ont précédé le début de ce défilé. Je vous le disais, dans cette tribune officielle, un chef d'État, en dehors bien sûr du président français, chef du protocole qui accueille le président de la République. Un chef d'État, il s'agit de monsieur Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso. Voilà, je me salue. Et dans la tribune officielle, nous retrouvons bien sûr le président du Sénat, M. Monory, le président de l'Assemblée nationale, M. Philippe Seguin. Et vous reconnaissez derrière M. Madelin, vous reconnaissez également M. Toubon. Et vous avez reconnu Mesdames Hubert, Codaccioni, tous les membres du gouvernement qui sont présents ce matin dans la tribune officielle du 14 juillet. C'est le premier 14 juillet pour le président de la République. Pour un certain nombre de ses ministres, c'est également le premier 14 juillet à titre de membre du gouvernement. La musique des équipages de la flotte de Toulon qui va nous animer place de la Concorde durant une dizaine de minutes et qui arrive sur la place de la Concorde en passant devant les chevaux de Marie sur les accents martiaux du chant du départ d'Étienne Nicolas Méhul. Vous savez qu'on l'a chanté pour la première fois en 1794. Celle-là, oui. Méhul, Étienne Nicolas Méhul, pour retrouver un anonyme certes, mais une musique très connue. Ce sont les Dragons de Noailles et cette musique des équipages de la flotte de Toulon va se former en ancre sur la place de la Concorde. Cette ancre est donc formée et après les Dragons de Noailles, le chef de musique des armées, Jean-Michel Palada, va interpréter les cols bleus de Jean-Joseph Maillan.
Ah, nous changeons totalement de style. Nous quittons les arts martiaux, la musique martiale pour retrouver, je crois, Charles Trenet. Eh oui, la mer. Et nous ne pouvons que saluer le tambour-major maître principal Reynaud qui nous a gratifié de quelques lancers de canne tout à fait spectaculaires. La marche des Cigalons de Dominique Bernard. Et pendant que cette musique de la Flotte de Toulon quitte la place de la Concorde, c'est la patrouille de France qui arrive sur Paris avec le défilé aérien. La patrouille de France, les 9 Alpha Jet qui sont actuellement au-dessus de la Défense. Nous les avons vus tout à l'heure au travers de la Grande Arche de la Défense. Là, c'est à travers l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Un défilé aérien exceptionnel cette année et qui sera étagé sur l'ensemble du défilé des troupes terrestres. Les Alpha Jet de la patrouille de France et derrière un C-135 de l'escadron de ravitaillement Onis-Ceylan. C'est un avion de ravitaillement en vol suivi de 7 Mirage F1CT que nous découvrons. Ils viennent des régiments Alsace et Normandie-Niemen. Certains de leurs camarades pour ces pilotes volent actuellement en Bosnie.
Smith. La Grande Arche. Le C-135 et ses Mirage F1. Au-dessus de l'Arc de Triomphe, 7 Mirage 2000D de l'escadron de chasse Navarre, un escadron installé à Nancy. Derrière les Mirage 2000D, nous allons découvrir, je pense, des Jaguars. Les Jaguars de l'escadron Provence et Languedoc de Saint-Lizier. Et des Mirage F1 CR de Belfort et Savoie de Reims. Là, un appareil que nous allons découvrir sous toutes ses coutures avec son radar tournant. Au-dessus de lui, c'est ce que l'on a coutume d'appeler un AWACS, un E3F SDA. La France dispose de 4 appareils de ce type et vous voyez le radome du radar qui tourne au-dessus de cette cellule d'appareil Boeing. Appareil fabriqué aux États-Unis. Et un AWACS sert régulièrement, lui aussi, en ex-Yougoslavie actuellement. Cet AWACS est suivi de Mirage 2000 RDI, 7 Mirage 2000 RDI. Voilà cet AWACS sur le ciel de Paris, un ciel tout bleu ce matin. Même si quelques nuages flirtent avec le ciel. Ça, c'est le C-135 de ravitaillement. Avec des Mirage 4 derrière lui. Les Mirage 4, ce sont des appareils capables de transporter un missile nucléaire ou d'effectuer des missions de reconnaissance photographique. C'est l'une des composantes, en tous les cas, de la dissuasion française. Nous aurons ensuite des Mirage 2000N, à caractère nucléaire aussi. Voilà Paris, vu d'en haut. Avec les Mirage 2000N de l'escadron Lafayette de Luxeuil. Les appareils biplaces. Et là, nous découvrons 6 C-160 Transal, c'est bien cela. Bon, en haut de votre écran, 6 C-160 Transal avec un phare allumé. Nous les retrouvons par en haut. Voilà. Et nous entrons directement à l'intérieur d'un de ces appareils de transport tactique et d'évacuation sanitaire. Cela va peut-être nous permettre de découvrir rapidement le travail de celles que l'on appelle les convoyeuses de l'air, ces infirmières qui ont en charge les malades et les blessés, qui ont en charge de les rapatrier en France dans les meilleures conditions avec ces avions. Un Airbus, ce n'est pas la première fois que vous voyez un Airbus, mais c'est la première fois que vous voyez un Airbus militaire au-dessus de Paris. L'Airbus de l'armée de l'air qui est chargé lui aussi des évacuations sanitaires. Il est escorté de 2 C-130 Hercule. Et après avoir vu les très gros avions, les AWACS, Boeing et les Airbus, ainsi que les C-130 Hercule, nous allons découvrir des avions un tout petit peu plus petits, qui volent d'ailleurs beaucoup moins vite. Là, nous sommes au-dessus de Notre-Dame. Nous accompagnons notre Airbus et nos C-130. Voilà, Paris, d'en haut, avec un ciel tout dégagé. Et ces avions sont pratiquement déjà à la hauteur du bois de Vincennes. Là, je pense, ce sont 4 Xingu. Alors le Xingu, je pense que c'est aussi la première fois que nous les voyons sur les Champs-Élysées. C'est un appareil bi-turbopropulseur qui est fabriqué par une firme brésilienne qui s'appelle Embraer. Et c'est un appareil qui sert à la formation de nos pilotes et aussi au transport, mais au transport beaucoup plus léger que les C-160 ou les C-130 Hercule. Là, ces avions volent au-dessus de Paris à la vitesse de 160 nœuds. Les appareils de chasse de tout à l'heure volaient à 280 nœuds. Nous allons descendre en taille
pour découvrir des appareils encore plus petits qui sont fabriqués eux aussi par la firme brésilienne Embraer. Il s'agit de Tucano. Alors, le Tucano, c'est un petit avion qui est un appareil pour la formation de base des pilotes. Ils se forment sur ces avions à Salon de Provence avant de faire leur choix définitif, c'est-à-dire la chasse ou le transport. Et ces appareils fournissent des bons pilotes déjà au bout de 70-75 heures. Les gars, ils ne sont peut-être pas encore excellents, mais on peut faire le choix, on peut savoir vers où les orienter. Tucano, donc matériel brésilien aussi, de la maison Embraer. Et là, je pense qu'il s'agit... Non, ce sont toujours des Tucano, avec ce moteur Lycoming. Et fermant le défilé aérien, nous aurons 7 Epsilon, des appareils fabriqués par l'aérospatiale et la Socata. Ce sont des appareils qui pèsent moins d'1 tonne. Alors, du mal à les voir, les voilà. Ce sont de tout petits appareils de 950 kg et qui servent aussi à la formation initiale des pilotes de l'armée française lorsqu'ils sont à Salon de Provence et qu'ils commencent vraiment en 3e année à tâter du manche à balai. Voilà pour ce défilé aérien qui n'est pas terminé, parce que le défilé aérien cette année va être divisé en plusieurs épisodes. Là, nous avons vu le défilé aérien de l'armée de l'air, première partie. Tout à l'heure, nous retrouverons des appareils de l'armée de l'air lorsque, sur les Champs-Élysées, défileront les troupes à pied. Et puis, nous retrouverons aussi, au moment du passage de la marine, les avions de l'aéronaval. Et enfin, à la fin du passage des troupes motorisées, nous trouverons les hélicoptères du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Le général de division Brosso est à la tête de ces troupes. C'est lui qui dirige le défilé des troupes terrestres sur les Champs-Élysées, accompagné par la musique de l'air. Le général Brosso et l'adjoint du général Grignon, du général gouverneur militaire de Paris, qui accompagnait le président Chirac lors de cette descente des Champs-Élysées il y a quelques minutes. En attendant que le général arrive sur la place de la Concorde, je vous rappelle qu'en faisant le 3615 code France 2, vous pouvez toujours gagner une télévision. Les questions ont un rapport avec l'histoire, mais aussi avec ce défilé. Le président de la République, M. Chirac, à ses côtés, à sa droite, à gauche pour nous sur l'écran, le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Les véhicules descendent dans la deuxième partie du défilé à 14,5 km/h pour être très précis. Les troupes à pied, bien sûr, descendent beaucoup moins vite, à 5 km/h. Et nous commençons ce défilé des troupes terrestres par une unité qui nous est bien sûr familière, puisqu'il s'agit de l'école polytechnique qui a été créée dans la tourmente révolutionnaire de 1794. Par Monge. Par Monge, c'était en Ventose. Et pendant 170 ans, cette école polytechnique a été une école militaire. Et depuis 1970, depuis 24 ans maintenant, c'est un établissement public d'enseignement supérieur qui dépend du ministère de la Défense et qui a pour mission, bien sûr, de former au plus haut niveau des responsables certes militaires, mais surtout maintenant des responsables de l'administration, de la recherche scientifique et des entreprises. Sur les 50 premières entreprises françaises, bon nombre d'entre elles sont dirigées au plus haut niveau par ces X. L'école polytechnique est installée maintenant à Palaiseau, dans le sud de Paris, sur un énorme campus de 180 hectares. Et la formation est absolument globale, polyscientifique, générale, humaine. Les études durent 2 ans. Ces études sont précédées par une année de service militaire. Et pour rentrer à Polytechnique, c'est très simple. On passe le concours de Polytechnique. Où les filles sont reçues de plus en plus nombreuses. De plus en plus nombreuses, oui, maintenant. Et le concours de Polytechnique, c'est l'un des plus difficiles en France actuellement. Faire maths sup, maths spé, là aussi. Des classes préparatoires.
Ce sont des têtes bien remplies. Et on peut l'espérer, des têtes bien faites également, comme l'avait souhaité Montaigne. L'école des officiers de la gendarmerie nationale qui fournit à la gendarmerie la majorité de ses cadres. Il y a 2 recrutements dans la gendarmerie nationale, un recrutement externe qui fournit à peu près 55% des officiers et un recrutement interne qui est ouvert aux sous-officiers de gendarmerie. Et puis pour ceux qui voudraient faire leur service militaire dans la gendarmerie, je précise que l'on peut devenir officier de gendarmerie pendant sa durée de service militaire. Alors une petite condition à cela, il ne faut pas avoir fait de PMS, c'est assez surprenant mais c'est comme cela, pas avoir fait de PMS pour les autres armées et surtout se présenter entre 3 et 6 mois avant la date de l'incorporation. Et il faut être, disons, avec un diplôme de Bac plus 3, Bac plus 4, pas forcément juridique, maintenant précisé. L'école de la gendarmerie nationale est implantée à Melun. Derrière les gendarmes, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ils portent tous le casoar, sauf le directeur des études, le colonel qui est devant, qui porte lui ce que l'on appelle l'aigrette. L'aigrette des colonels. Et vous savez comment est surnommé ce colonel qui porte l'aigrette? Non, je vais vous le dire. On le surnomme la chichi. Quand on est au sein des Saint-Cyriens. On le surnomme la chichi, il n'a pas l'air, hein, franchement. Mais ça a quelques années comme surnom. Et ça date d'un colonel qui... d'abord avait été appelé le ringard. Alors ça c'est parce qu'il marchait avec une canne. Et ensuite il avait été surnommé par les élèves de Saint-Cyr la chichi. Alors on peut supposer c'est peut-être parce qu'il faisait quelques manières. Et ce surnom est resté. Et le colonel qui défile à la tête de ses troupes aujourd'hui est surnommé par ces hommes la chichi. Je ne pense pas qu'il l'appelle comme ça dans le service. Saint-Cyr-Coëtquidan qui forme bien sûr une bonne partie des officiers de l'armée de terre française. Coëtquidan étant installé dans la lande bretonne du Morbihan, non loin de Ploërmel, non loin de Guerre, non loin de la Chapelle-Carreau. Tous bretons que j'ai plaisir à saluer ce matin. L'école militaire interarmes, elle aussi, est installée à Saint-Cyr-Coëtquidan et Coëtquidan en Bretagne. C'est une école qui permet à des sous-officiers d'active de devenir officiers en suivant pratiquement le même cursus militaire et les mêmes études que les élèves de l'école spéciale militaire, avec bien sûr un petit décalage d'âge. Dans une promotion, on fait à peu près 190 élèves par an et une dizaine d'étrangers. Les 2 tiers sont donc, viennent du corps des sous-officiers et un tiers vient du corps des officiers de réserve en situation d'active, les ORSA. Cette promotion qui défile est la promotion capitaine Men. 195 élèves officiers d'active. Les bordaches de l'école navale. L'école navale est implantée au Poulmic, au sud de Brest. Dans la rade de Brest, après la presqu'île de Crozon, sur la presqu'île de Crozon. L'Envéoc Poulmic. L'Envéoc Poulmic. 70 aspirants de la promotion de l'école navale 1993, avec là aussi des femmes maintenant qui peuvent entrer dans la marine et y faire une carrière d'officier, une carrière longue. Alors nous ne verrons pas défiler l'école militaire de la flotte cette année, c'est la première fois depuis bien longtemps, mais les élèves de l'école militaire de la flotte sont en mer. La scolarité a été changée, ils font 2 ans de scolarité maintenant, ils viennent du corps des sous-officiers. Et comme c'est la première année où la scolarité est de 2 ans, bien la promo de cette année fait sa période de corvette. Et ils seront bien sûr présents sur les Champs-Élysées l'an prochain. Nous allons suivre maintenant l'école de l'air
puis l'école militaire de l'air. Le même principe, 2 écoles installées dans le même lieu. Salon de Provence, sur la base aérienne 701. Une école qui forme des officiers mécaniciens ou officiers pilotes, ou pour certains d'entre eux, de futurs commissaires de l'air. Et il y a également un cours spécial de l'école de l'air qui est ouvert à un certain nombre d'officiers de l'armée de l'air étrangers. Donc devant l'école de l'air, derrière l'école militaire de l'air, une formation scientifique et technique qui permet à ces jeunes gens, au bout de 3 années d'études, d'obtenir non seulement leurs ailes de pilote lorsqu'ils sont pilotes, mais surtout un diplôme d'ingénieur qui est très prisé sur le marché de l'emploi lorsque ces jeunes gens veulent quitter l'armée lorsqu'ils sont beaucoup moins jeunes. Et c'est bien sûr la musique de l'air qui accompagnait l'école de l'air et l'école militaire de l'air. C'est d'ailleurs la musique de l'air qui accompagne aussi les écoles du service de santé des armées. 2 écoles, l'une est à Bordeaux, l'autre est à Lyon. Ces écoles assurent la formation générale et militaire des élèves médecins. Je dirais qu'il n'y a plus de différence maintenant entre Santé Lyon et Santé Bordeaux. On faisait une distinction avant, mais plus maintenant. Ces élèves sont inscrits tous dans les facultés civiles d'ailleurs. Ils suivent l'enseignement médical dans son intégralité. Ils passent les mêmes examens que les étudiants civils et ils obtiennent à la fin de leurs études les mêmes diplômes d'État. Alors en plus, bien sûr, ils ont un enseignement complémentaire destiné à les aider dans leurs études et surtout à leur fournir une formation de médecine d'armée qui n'est pas quand même tout à fait la même que la médecine normale ou la médecine civile. 8 ans d'études pour devenir médecin. Et un concours d'entrée qui est délicat à passer. Pour un exemple, l'an dernier, 2021 candidats, 98 élèves admis. Alors voyons, 5%. Vous soulignez le rôle formidable de ces médecins, non seulement dans les guerres, mais dans la période actuelle. Oui, tout à fait. L'aide humanitaire et toutes les interventions de l'armée. Au Rwanda et... L'école nationale des sous-officiers d'active de Saint-Mexan. Saint-Mexan, que l'on doit appeler maintenant Saint-Mexan l'école, puisque c'est son nom dans le code des communes. C'est une ville de 10 000 habitants dans le département des Deux-Sèvres, non loin de Niort, à 4 lieues de Niort. Et qui a joué un grand rôle dans la démocratisation des cadres de l'armée. Voilà, parce que cette école forme des sous-officiers issus de toutes les couches sociales de la population. Elle les forme à la fois, bien sûr, dans le domaine militaire, mais aussi leur assure une formation complémentaire, une formation quasiment professionnelle. Une école qui a formé quand même pratiquement 40 000 sous-officiers depuis 1963, date de sa création à Saint-Mexan par le ministre de la Défense de l'époque, M. Pierre Messmer. Ah, rectification, ce ne sont pas 40 000, ce sont 80 000 jeunes cadres d'actifs qui ont été formés du simple au double. Il faudrait que je réactualise mes notes. Derrière l'école des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan, d'autres marins, l'école de Mestrance, avec une première rangée composée entièrement de jeunes femmes. L'école de Mestrance s'est installée au centre d'instruction navale de Brest et assure une formation initiale, scientifique, technique et militaire aux futurs officiers mariniers de la Marine nationale. 3 options, une option administration, vivre, santé, conduite nautique, transmission, informatique, photographie, et puis une option avec l'électrotechnique, une option enfin pour les spécialités dominantes électroniques. Toutes ces options sont ouvertes sauf une, celle de fusilier et de fusilier commando. Les jeunes femmes n'ont pas le droit de devenir fusilier commando dans la marine. Le premier régiment d'infanterie de la garde républicaine, nous l'avions découvert tout à l'heure, puisque c'est ce régiment qui a rendu les honneurs au président Jacques Chirac lorsque celui-ci est arrivé sur la place de la Concorde.
au début de cette cérémonie. Ce premier régiment d'infanterie a, vous le savez, pour vocation essentielle d'assurer des missions de sécurité et les services d'honneur pour la présidence de la République. Pour cela, il comprend 3 compagnies d'honneur, c'est celle que nous voyons défiler aujourd'hui. Nous en voyons 2 défiler. Une compagnie de sécurité qui est implantée auprès du président de la République, à la présidence de la République. La musique de la garde, bien sûr. Et l'escadron motocycliste de la garde républicaine. Ça, c'est pour le premier régiment d'infanterie. Nous verrons tout à l'heure le régiment de cavalerie de la garde républicaine de Paris. Ces 2 régiments d'ailleurs appartenant, on ne le sait peut-être pas toujours, à la gendarmerie nationale. On parle de la garde républicaine de Paris, mais ces régiments appartiennent à la gendarmerie nationale, font partie des plus vieux régiments de France. Ils ont d'ailleurs le pantalon bleu gendarme, comme vous l'avez remarqué. Oui. Le haut de la tenue, en revanche, c'est une tenue de tradition beaucoup plus ancienne. Plus ancienne, oui, c'est avant le képi. Le képi qui apparaît pour la première fois à Longchamp en 1885. Là, c'est le Chaco encore. Voilà, c'est le Chaco. Un régiment que nous avons découvert de l'intérieur tout à l'heure, vers 9h20, 9h30. Il s'agit du 24e régiment d'infanterie, c'est le régiment de Paris. Il est installé au Fort-Neuf, à Vincennes, c'est dans le 12e arrondissement. Nous l'avons survolé pratiquement tout à l'heure avec les avions de l'armée de l'air. Et c'est intéressant parce que la première revue du 14 juillet, qui était en quelque sorte clandestine, puisqu'elle n'engageait pas l'État, avait été décidée par Gambetta en 1879, et c'est le régiment d'infanterie de la garnison de Paris qui avait défilé. Ah oui, ce régiment, le 24e régiment d'infanterie, et de toutes les prises d'armes, de tous les défilés pratiquement à Paris depuis que le régiment du train est parti un petit peu plus loin. Alors ce régiment ne fait pas que ça, nous l'avons vu tout à l'heure, il a participé aussi à l'assistance aux populations, et puis il participe à l'effort de défense bien sûr, et il a même une compagnie qui en janvier 94 était en Bosnie avec les camarades d'autres régiments. Il a participé, nous le voyons dans notre reportage il y a 1 heure, au secours des inondations dans le Val d'Oise, et l'un des sergents de ces régiments qui défile aujourd'hui nous racontait comment cela s'était passé, et il nous racontait aussi comment cela s'était passé dans le métro parisien pour l'aide aux SDF, aux sans domicile fixe pendant cet hiver qui avait été particulièrement rude. Le 1er et 2e régiment d'infanterie de marine, ces 2 unités sont mélangées aujourd'hui. Le 1er est implanté à Angoulême, le 2nd est implanté au Mans. Ils sont mélangés parce que ces 2 régiments donnent beaucoup actuellement aux troupes à l'extérieur de France. Une partie du régiment du 1er RIMA est effectivement au Tchad et une partie du 2e est actuellement... Non, le 1er RIMA, lui, est en partie en Yougoslavie et le 2e est en partie au Tchad. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, l'infanterie de marine et les troupes coloniales faisaient partie des défilés traditionnels de la Troisième République à partir des années 80. Et l'infanterie de marine s'était illustrée dans les guerres de Chine. Quand vous dites 80, c'est 1880. Les guerres de Chine et d'Indochine. Et là, vous le voyez, ce sont les 2 commandants adjoints de régiment qui défilent. Les 2 commandants de régiment, du 1er et du 2, sont à l'étranger actuellement. Je vous le disais, au Tchad pour l'un et en Yougoslavie, en Bosnie pour l'autre. 500 hommes à Sarajevo, 200 au Tchad. Et là, nous avons franchi quelques kilomètres. Nous nous retrouvons en Guadeloupe. Nous allons les retrouver tout à l'heure en Guadeloupe, voilà. Pour retrouver, sauf erreur de ma part, et ce ne sont pas pour l'instant, si, le régiment du service militaire adapté. Des hommes que nous avons découverts là aussi et que nous avons pu interviewer il y a quelques minutes. Ce sont des hommes qui ont une formation, qui viennent tous d'outre-mer bien sûr, et qui ont une formation tout à fait spéciale, puisque une formation militaire certes à 30%, mais une formation surtout de formation professionnelle à 70%. Le drapeau de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 1, avec ses maîtres chiens et
Ces chiens qui participent aux recherches lorsqu'il y a des tremblements de terre, des séismes. Ce sont de ces hommes qui sont allés à Kobe. On les a vus partout depuis quelques années. On les a vus en Roumanie. On les a vus au Rwanda. On les a vus au Mexique en 85 lors du tremblement de terre. On les a vus en Arménie lors du tremblement de terre. On les a vus au Japon lors du tremblement de terre de 1995, il y a quelques mois seulement. Au Japon, c'était à Kobe. Là, c'est l'unité de Nogent-le-Rotrou qui défile aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Mais il existe également une unité de la sécurité civile à Rochefort, une à Corté, en Corse, et une unité de la sécurité civile à Brignoles, plus spécialisée dans les incendies. Et alors que la brigade des sapeurs-pompiers fait son apparition elle aussi sur la place de la Concorde, nous allons regarder vers le ciel pour retrouver les avions de l'aéronautique navale. Je vous le disais, l'aéronautique navale va défiler au-dessus des troupes de la marine et l'armée de l'air, une partie de l'armée de l'air défilera au-dessus des troupes à pied de l'armée de l'air. Là, ce sont des Atlantiques, je précise bien, Atlantique UE. Les premières générations s'appelaient Atlantique IC. Là, c'est la dernière génération de ces Atlantiques UE. Et nous avons une caméra dans l'un de ces avions. Caméra qui a été installée par le Centre d'études pratiques de l'aéronautique navale de guerre. Et vous voyez, l'aéronautique passe au moment où défilent les troupes de la Marine nationale. Nous avons pu apercevoir le détachement des fusiliers marins, précédé de Maître Chien. Voilà ces Atlantiques de la nouvelle génération qui survolent Paris. Vous apercevez les Tuileries, le jardin des Tuileries, la Seine et les uniformes blancs de la force d'action navale, uniformes qui sont redevenus bleus puisque nous sommes dans le détachement de fusiliers marins. La force d'action navale de Toulon, on sait que c'est celle de Toulon parce qu'ils sont en tenue blanche, la tenue méditerranéenne. Ce serait la force navale de Brest, ils seraient en tenue bleue. Donc, comme nous sommes en été... La marine de Toulon n'est pas moins républicaine que celle de Brest. Non, pas du tout, je n'ai pas dit ça. Les bateaux à Toulon s'appelaient Fraternité. Oui. S'appelait Danton. Bah, Toulon a joué quand même un grand rôle. Un des amiraux de la flotte sous la 3e s'appelait Jaurès. Les hélicoptères de l'aéronautique navale. Alors bizarrement, je m'attendais à voir passer des Crusaders, mais j'ai dû les rater. Ils ont dû passer, mais personnellement, je ne les ai pas vus. Ainsi que les étendards d'ailleurs de la marine, je ne les ai pas vus non plus. Mais ils sont passés, me dit-on. C'est vrai que je regardais les troupes à pied et je n'arrivais pas à voir à la fois l'œil sur le sol et l'œil dans le ciel. Donc vous avez pu voir les super-étendards, les Crusaders, les Alizés, après les étendards. Et là des hélicoptères qui étaient des Lynx. Et je pense que nous allons apercevoir également des super frelons et des panthères, tandis que ce sont des Atlantiques. Non, là ce sont pas du tout les Atlantiques, c'est une grave erreur. Ils font des transals à l'œil comme ça, je peux vous dire que c'est vraisemblablement un C-160 transal qui lui va passer au-dessus des soldats de l'armée de l'air qui défilent sur les Champs-Élysées avec en tête de ces soldats de l'armée de l'air des hommes de la base aérienne d'Avord dans le Cher, une très très grosse base aérienne, près de 3000 hommes. Et là nous avons donc 3 C-160 qui sont suivis par des hélicoptères. Nous pourrions découvrir des hélicoptères Puma tout d'abord et ensuite voilà, ça ce sont les transals. Vous voyez qu'il y a quelques nuages maintenant. Et des hélicoptères, 4 Puma et 3 Fennec. Ils descendent les Champs-Élysées à 100 nœuds, ce qui signifie 160 km à l'heure environ.
faire défiler des aviateurs à pied vient de loin. Au défilé de 1919, c'était Lars Fonck qui conduisait les aviateurs. Ah, l'homme aux 72 victoires. Ou l'as des As. L'as des As. Et en 1919, aucun avion n'avait survolé Paris. Si, il y avait un défilé d'avions également. Un défilé aérien. Il y a même un aviateur qui a été sanctionné parce qu'il était passé sous l'Arc de Triomphe, mais pas le jour du défilé. Non, et maintenant ce serait difficile comme il y a un drapeau avec un câble, mais enfin on a vu l'expérience refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a 2 autres qui ont été punis parce qu'ils avaient fait un duel à la mitrailleuse en avion pour les beaux yeux d'une fille. Ah, bravo. Voilà les hélicoptères qui survolent Paris. On va passer le Louvre tout à l'heure. Nous sommes en train de passer au-dessus du Louvre. Il y a même un Américain qui est passé sous la Tour Eiffel. Et je pense que là, nous sommes avec la compagnie air du détachement des opérations extérieures. Il me semble reconnaître effectivement à la fois des soldats du génie de l'air et des fusiliers commando de l'air. Il me semble que là, il s'agit des fusiliers commando de l'air. Unité d'environ 6300 hommes, les fusiliers commando de l'air. Ils ne défilent pas tous aujourd'hui, bien sûr. Mais ils sont répartis un petit peu partout en ce moment et nous en trouvons effectivement là aussi, aussi bien du génie que des commandos de l'air en Yougoslavie. Ce sont ces hommes qui normalement sont chargés de la sécurité de la piste aérienne à Sarajevo. Ceux qui l'ouvrent tous les matins avec tous les dangers que cela comporte, bien sûr. Voilà les commandos de l'air et le génie de l'air. Et pour mettre fin à ce défilé à pied des soldats de l'armée de l'air, la base aérienne d'Ambérieux, c'est le Bugey. La base aérienne 278. C'est une unité qui n'a pas souvent les honneurs de la une des journaux, et c'est dommage pour eux, mais c'est une unité extrêmement importante puisqu'elle regroupe les ateliers techniques de l'armée de l'air. 1300 personnes qui ont pour mission la confection et la réparation des matériels en service. Alors les matériels d'équipement de bord, mais aussi des matériels de sol, les radars, des appareils de mesure, l'armement avec les canons bitubes de 20 ou de 30 mm, avec les missiles Crotale, et puis aussi la sécurité et sauvetage. C'est le rôle de cette base qui assure également l'instruction dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas des domaines du vol aérien lui-même, mais plutôt de l'utilisation des appareils de mesure, des radars par exemple. Mais on vole aussi dans cette base aérienne, ou sur cette base aérienne 278, parce qu'elle dispose de 10 planeurs. Et les soldats de l'armée de l'air, les pilotes, qui veulent faire du planeur, peuvent aller sur cette base 278 d'Ambérieux en Bugey. Ces unités se sont scindées en deux en passant devant la tribune officielle, où le président de la République est bien sûr toujours présent. Ce Philippe Séguin s'est mis debout, il assiste au défilé debout, il se rassoit maintenant. Et là, nous allons avoir un petit trou parce que, d'abord, la musique qui est sur la place de la Concorde va faire silence bientôt, puisque voilà la seule unité avec la garde républicaine à cheval qui défile avec sa propre musique. Il s'agit bien sûr de la Légion étrangère. Premier soldat que vous apercevez, il porte lui le képi noir et une très belle barbe, c'est l'adjudant-chef Touami. Un vieux légionnaire, l'adjudant-chef Touami a sauté avec le 2e régiment étranger de parachutistes aux ordres du colonel Hérulin sur Colvézi, c'était en 1978. Est-ce que vous savez, Patrick, que le 14 juillet 1917, Poincaré a remis la fourragère aux couleurs de la médaille militaire à 2 unités de l'armée française, d'abord le régiment de marche de la Légion étrangère et ensuite le célèbre 15-2, le régiment d'infanterie d'Épinal.
précision utile. Serge, effectivement. Pierre, pardon. Parce que ce régiment a toutes les décorations en réalité. Cette Légion étrangère a toutes les décorations. Il y a la 13e demi-brigade qui a fait toute la guerre, Oui. Dans les forces françaises libres. Alors vous savez que ces pionniers là que nous voyons là au départ portent tous la barbe. Alors c'est une exception parce que normalement tous les soldats à l'époque de la création de la Légion d'honneur, je rappelle que c'est au tout début des années 30, les soldats avaient ordre bien sûr de se raser. Pour une mesure, non pas esthétique d'ailleurs, mais pour une mesure d'hygiène. Et seuls les vieux soldats qui avaient un grand passé militaire glorieux, étaient autorisés à porter la barbe. Alors c'est une tradition qui a été gardée. Et vous remarquerez que si les légionnaires défilent avec la jugulaire, les pionniers, eux, parce qu'ils ont la barbe, défilent sans la jugulaire pour le képi. C'est la tradition des sapeurs, ça. Alors, la tradition des sapeurs, c'est plutôt le tablier. Oui. Parce que, oui, mais la barbe aussi. Les sapeurs de la garde impériale portaient la barbe. Voilà. Mais les sapeurs étaient aussi de glorieux soldats, parce que c'était eux qui passaient en premier pour ouvrir les lignes. Et c'est pour ça qu'ils portaient le tablier, puisqu'il fallait travailler sur le bois, en grande partie sur les ponts et autres, et que les éclats de bois risquaient de les blesser. Ce problème de la barbe ou de la barbiche est un vrai problème dans la réglementation militaire. Vous savez, les gendarmes ont dû batailler longtemps au Second Empire pour obtenir le port de la barbiche. Regardez cette unité de la Légion étrangère, les pionniers de la Légion. Alors eux ne vont pas se diviser en deux. La Légion ne se divise pas. Tout le corps va tourner vers la droite de la tribune officielle, vers la Madeleine, d'un seul homme. La musique que vous entendez, c'est bien sûr le Boudin, composé par Wilhelm. Wilhelm, c'était le chef de la musique de la Légion étrangère à l'époque de Napoléon III. Alors le Boudin, je vous le dis tout de suite, ça n'a strictement rien à voir avec le régime alimentaire du légionnaire. C'est simplement le surnom qui était donné à l'époque à la couverture qui était roulée sur le havresac que portaient les soldats et qu'ont porté les soldats très longtemps puisque c'est jusqu'en 1940. La musique principale de la Légion étrangère. Avec le chapeau chinois qui était dans toutes les musiques impériales. Et le 2e régiment étranger de parachutistes. Le régiment de Colvézi. Mais aussi le régiment du Tchad, le régiment du Liban, le régiment du Rwanda, le régiment de Somalie, le régiment de Djibouti et maintenant le régiment de Sarajevo. Ces hommes sont partout où va l'armée française.
Voilà, nous allons laisser partir vers la Madeleine le 2e régiment étranger de parachutistes. Certains d'entre vous vont peut-être s'étonner. Ce sont en effet des hommes que l'on a l'habitude de voir lorsqu'ils sont en opération avec le béret vert Légion et non pas avec le képi blanc, puisque ce sont des parachutistes. Mais là, pour ce défilé et pour les cérémonies officielles, les parachutistes de la Légion étrangère abandonnent le béret vert et reprennent le képi blanc. D'ailleurs, Pierre, est-ce que vous savez l'histoire du képi blanc? Ah, vous savez depuis quand on porte le képi blanc à la Légion? Je pense depuis longtemps, depuis Louis-Philippe. Ah non, écoutez, pas du tout. Depuis le début. Non. Jusqu'en 1930, les légionnaires ont porté le képi rouge. Le képi rouge. C'est assez original. Et c'est en 1931. Alors c'était après, il y avait une campagne dans le Moyen Atlas, si je me souviens bien. Enfin, non pas, je me souviens bien. Je l'ai lu, bien évidemment. Durant la guerre du Rif au Maroc, le 2e régiment de marche de la Légion étrangère, qui était installé à Meknès, avait été invité à fêter Cameron le 30 avril 1931, à Sidi Bel Abbès. Alors le 1er et le 4e régiment, ce jour-là, ils avaient défilé en képi rouge. Et puis les spectateurs, très surpris, ont vu arriver les légionnaires du 2e étranger qui avaient la tête recouverte d'un képi qui était lui-même recouvert de toile blanche. Alors c'est le colonel Richer qui commandait ce régiment à l'époque. Il s'en est expliqué. Il a voulu démarquer, disait-il, son régiment des autres, pas être dans la masse. Alors il avait demandé à tous ces hommes de porter au-dessus de leur képi une housse blanche vraiment très propre, alors immaculée. Et le 2e régiment, évidemment, avait été particulièrement remarqué et très applaudi. Et il faut être honnête, le colonel Richer le disait, il pensait bien se faire, comme on dit dans l'armée, remonter solidement les bretelles par l'homme qui commandait à l'époque les troupes là-bas, qui était le maréchal Franchet des Prés. Et ben finalement non. Le maréchal avait été satisfait et la Légion a gardé le képi blanc qui remplaçait donc ce képi bleu marine à fond rouge dont je vous parlais tout à l'heure. C'est donc 1931. Formidable. Vous m'avez appris quelque chose, mon cher Patrick. Franchet des Prés, c'est celui qui commandait le front de Salonique. Voilà, c'était les soldats serbes. L'armée, voilà, avec les soldats serbes, effectivement. Oui. Alors, si l'on parle de Serbie, il ne faut pas oublier que le roi Pierre Ier ou Pierre II, je crois, de Serbie, était un légionnaire, était un ancien légionnaire. Absolument. Il avait fait son service militaire, plus que son service militaire, dans la Légion étrangère. Le dernier régiment de cavalerie de l'armée française, le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Aujourd'hui, 280 chevaux, je pense, sur les Champs-Élysées. Le régiment en compte au total 515. Là aussi, ce sont des régiments que nous avons l'habitude, que les Parisiens ont l'habitude de voir, mais les téléspectateurs aussi, puisque ce sont des cavaliers qui escortent traditionnellement le chef de l'État et les chefs d'État étrangers en visite officielle, en grande visite en France, quand il s'agit d'une visite d'État. Nous rappelions tout à l'heure que dans ces casernements, la garde républicaine conserve un nombre de métiers tout à fait étonnants. Des selliers bourreliers, des maîtres de forge, et un orchestre, des maréchaux ferrants. Et un orchestre. Et alors, plusieurs orchestres. Là, nous avons entendu la batterie fanfare, mais il y a aussi l'orchestre symphonique de la garde républicaine qui est dirigé par M. Boutry, le chef d'orchestre très connu depuis bien longtemps, qui joue uniquement du symphonique, lui, alors. Et puis il y a également une partie, ils peuvent jouer du jazz, ils peuvent jouer de tout. Alors des escadrons, 72 sabres, soigneusement aiguisés tous les matins, et donc cette crinière qui permettait d'éviter les coups de l'ennemi sur la nuque lorsque l'on se battait à cheval à coups de sabre. La garde républicaine de Paris, unité qui appartient, je le rappelle, à la gendarmerie nationale, mais qui a un statut bien spécial au sein de cette gendarmerie nationale. Il faut rappeler que la garde assure aussi d'autres missions que l'escorte officielle. Ils sont dans les bois de Paris, bois de Vincennes et bois de Boulogne, pour assurer la sécurité. Mais est-ce que vous savez depuis quand il y a la garde républicaine? Bon, ça date du guet royal. Non, c'est-à-dire, non. Avant, vous aviez la garde nationale qui assurait la sécurité à Paris, qui étaient les bourgeois qui s'armaient eux-mêmes. Ah oui. Et puis ces bourgeois, selon les révolutions, ayant pris parti d'une manière un peu imprévisible, on a décidé de confier la garde de Paris à une troupe qui soit une troupe soldée.
Voilà. Là, nous découvrons une unité qui n'existe pas, je vous le dis tout de suite, sur les papiers dans les états de l'armée. Il s'agit de l'escadron motocycliste de la gendarmerie départementale. Il n'y a pas d'escadron motocycliste de la gendarmerie départementale. Cette unité est formée uniquement pour le 14 juillet des éléments qui proviennent de plusieurs unités de circonscription, de différents pelotons de la gendarmerie et des brigades motorisées, des circonscriptions de Paris, d'Orléans, de Dijon et de Lille. Et ces gendarmes motocyclistes ouvrent le défilé des troupes motorisées. Mais avant ce défilé des troupes motorisées, et à la vitesse de 100 km à l'heure également, nous allons voir apparaître le 5e régiment d'hélicoptères de combat. Le 5e régiment d'hélicoptères de combat, vous le voyez, au-dessus de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Il y a bien du monde d'ailleurs en haut de l'Arc de Triomphe. Je ne savais pas que l'on pouvait suivre le défilé de là-haut, mais toutes ces personnes qui sont présentes vont donner des idées à d'autres. On doit voir merveilleusement bien le défilé du 14 juillet. Alors c'est le lieutenant-colonel Cotte-Brune qui commande ce 5e régiment d'hélicoptères de combat qui est dans l'hélicoptère de tête et qui ouvre le défilé. Défilé composé de Gazelle SA-341 équipés d'un canon. Et ensuite, nous verrons des Puma SA-330. Les Puma étant des hélicoptères de transport. Alors ces hélicoptères, ils connaissent aussi le ciel de France, mais ils connaissent d'autres cieux. On en a trouvé et on en trouve des détachements en mission outre-mer. On les a trouvés pendant l'opération Daguet, on les a trouvés en Somalie, on les a trouvés au Tchad, en République centrafricaine, pendant les opérations humanitaires au Rwanda et puis en ex-Yougoslavie, en Bosnie. Le 5e régiment d'hélicoptères de combat implanté à Pau. La fonction essentielle de ce régiment, c'est la lutte anti-char. Alors ces hélicoptères ouvrent, je vous le disais, le défilé des troupes blindées. Très joli vue, vous voyez bien sûr le Louvre derrière. Et derrière le général de Lambert qui commande la 7e division blindée et la circonscription militaire de défense de Besançon. Nous allons découvrir les Diables Bleus du 7e bataillon de chasseurs alpins. Les voilà revêtus sur la tête la galette. Les chars ont défilé la première fois le 14 juillet 1919. Ils étaient très peu nombreux. C'était des vieux chars Renault, enfin à l'époque. Voilà, c'était les Renault de la guerre 14. C'était les FT-17. Et le général Étienne a beaucoup insisté pour qu'il soit présent au défilé. Les autorités n'en voulaient pas. Alors ce bataillon de chasseurs alpins, c'est celui de Bourg-Saint-Maurice. C'est un régiment d'appelés. 80% des membres des effectifs sont des appelés du contingent. Et ils défilent, là vous le voyez, sur des véhicules de l'avant blindé. Il y a une compagnie tout de même, je ne suis pas certain qu'on voit ce matériel aujourd'hui sur les Champs-Élysées, qui expérimente actuellement un VACBV 206. Alors je vous dis ce que c'est. C'est un véhicule articulé chenillé qui est d'origine suédoise et qui devrait servir normalement dans les zones très pentues. Alors c'est un régiment qui va souvent à l'extérieur. Lui aussi, puisque certains de ses membres ont passé de longues semaines sur le mont Igman, non loin de Sarajevo, où les Françaises sont implantées actuellement. Ce 7e bataillon de chasseurs alpins, ce sont les Diables Bleus. Ils portent le béret rouge, ce sont donc des parachutistes, et pourtant, ils sont sur des véhicules. Et oui, nous retrouvons le 1er régiment de hussards parachutistes. Le seul régiment de cavalerie légère de l'armée de terre aéroportée. Alors ils appartiennent à la fois à l'arme blindée cavalerie, c'est pour ça qu'ils défilent d'ailleurs dans les troupes
dans les troupes montées, blindées, mais ils appartiennent aux troupes aéroportées. « 870 hommes. Ils sont équipés de véhicules blindés Saguet. Des ERC 90, donc équipés d'un canon de 90 Saguet. Ils sont équipés également de VBL. Ce sont quelques-uns de ces chars, je ne dis pas que ce sont ceux de ce régiment, qui ont disparu en Yougoslavie lorsque des casques bleus français ont été pris en otage par des forces serbes. Formes serbes bosniennes. Et dans 2 mois, eh bien, il y a à peu près 250 à 300 hommes de ce régiment qui vont partir à nouveau à Sarajevo. Le 68e régiment d'artillerie d'Afrique. Ah, vous l'avez vu, c'est un régiment qui défile sur des VLRA, des véhicules en sport donc, et avec des petits missiles que vous découvrez, des missiles anti-aériens. Porte le doux nom de SATCP Mistral, ce qui signifie tout simplement missile sol-air très courte portée. Normalement, ce régiment est équipé aussi, puisque c'est un régiment d'artillerie, de canons de 155. Et là, vous avez d'ailleurs les éléments d'acquisition radar qui permettent à ces canons de 155 d'atteindre leurs objectifs. Derrière le 68e régiment d'artillerie d'Afrique, le 2e régiment du génie. Qui passe devant la tribune où sont rassemblés les 4000 ou 4500 jeunes invités par le président Chirac. 2e régiment du génie qui défile avec un certain nombre de ces matériels, en commençant par les véhicules de l'avant blindé. Puis ensuite, nous allons trouver des engins qui ont des sigles tout à fait exceptionnels. MFRD, MATS, PPM, MPG. Enfin, tout ça, ce sont des matériels qui permettent de franchir des rivières, de passer des coupures, d'enfouir des mines. Tout le travail que les régiments du génie sont obligés de faire pour la bonne avance des unités. Et même des poteaux télégraphiques en bois, tout à fait écologique, pour assurer les transmissions. Des bulldozers, des caterpillars. Un régiment du génie, c'est en réalité une grande entreprise de travaux publics. On fait un peu de tout, on traite l'eau, on fournit l'énergie électrique. Et ces régiments du génie, ils travaillent bien sûr eux aussi, c'est pour ça qu'ils défilent aujourd'hui sur des territoires extérieurs à l'Hexagone, dans des missions humanitaires, qu'il s'agisse de missions humanitaires proches ou lointaines. Ils ont notamment été très nombreux à se rendre au Rwanda. Le 35e régiment d'infanterie montait sur des chars AMX-10, transport de troupes blindées. Un régiment qui lui aussi participe à des missions humanitaires et aux opérations de l'ONU en ex-Yougoslavie.
Justement, une de ces compagnies était en Krajina en 1993. Un régiment qui est constitué lui aussi d'appelés. Du matériel plus lourd que les AMX-10 RC, les AMX-30 B2 du 3e régiment de cuirassiers de Chennevières, près de Lunéville. Lunéville, tout le monde le sait, c'est en Meurthe-et-Moselle, à quelques dizaines de kilomètres, pas plus de 30, de Nancy. Il y a donc toujours des cavaliers. Ce sont des cavaliers. À Lunéville. Oui, oui. C'est un régiment qui est équipé de 70 chars AMX-30 B2, donc la dernière génération. Le général Végan avait été nommé officier avant la guerre de 14. Avant la guerre de 14. Et là, ce sont 35 AMX-30 B2 qui défilent. Voilà, le 3e cuir disparaît. C'est un régiment qui expérimente actuellement les nouvelles compositions des régiments blindés. C'est que les anciens régiments étaient à 56 chars en gros. Et là, on passe à des régiments à 70 et à 80 chars lorsqu'arrivera le char Leclerc. Le 32e régiment d'artillerie d'Oberhofen. Oberhofen, c'est à Bischwiller, c'est dans le Bas-Rhin. Le VAB pour le drapeau du régiment. Et derrière, donc, ces canons de 155 mm sur châssis AMX 30. Alors, particularité, ce régiment était équipé jusqu'à il y a 2 ans environ de missiles Pluton, de missiles nucléaires tactiques Pluton. Le missile Pluton a quitté le régiment et celui-ci a été rééquipé avec des canons de 155. Il a donc rejoint l'artillerie classique. Voilà, 155 mm. Diamètre de la bouche à feu. Une portée d'environ 30 km. Selon les munitions qui sont utilisées. Je dirais que les canons de 155 ne sont pas très bons pour la chaussée dans le virage après les chevaux de Marie et devant la tribune officielle. Mais il faut dire qu'il fait chaud, pas trop chaud, et il fait quand même une bonne température et que le goudron a tendance à fondre. Le 27e régiment de commandement et de soutien va voir la taille du béret. Vous voyez tout de suite l'origine de ces soldats. En tous les cas, vous voyez qu'ils sont dans les Alpes. Il est implanté à Vars, dans l'Isère. Il porte la galette des chasseurs alpins, pratiquement. C'est le régiment de commandement et de soutien de la 27e division d'infanterie de montagne. Il défile avec ses camions en shelter qui permettent de ravitailler, de préparer le matériel, d'organiser un peu tout pour les unités de combat de première ligne. Un régiment de 1000 personnes environ, installé donc en montagne à Vars, près de Grenoble. Faut-il les présenter? Avec la garde républicaine, ce sont les seuls qui défilent 2 fois. Une fois à pied, une fois à cheval pour la garde, une fois à pied, une fois sur véhicule pour les sapeurs-pompiers de Paris. Alors, il n'est pas nécessaire, je crois, de présenter les pompiers de Paris.
je voudrais quand même vous rappeler, Pierre, que ce régiment a été créé, enfin à l'époque c'était une brigade, par Napoléon Ier, au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'ambassade d'Autriche à Paris, qui avait fait de très nombreuses victimes. Et l'empereur n'avait pas été content, d'ailleurs, c'était en 1810, l'empereur n'avait pas été satisfait des moyens de lutte contre l'incendie, et il avait décidé de créer un corps de sapeurs-pompiers militaires de Paris. Voilà l'origine de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je cherche le nombre de fois où ils sont intervenus l'an passé, et c'est tout à fait étonnant. C'est plus de 332 000 fois dans l'année. Vous imaginez près de 1000 interventions par jour pratiquement. Il faut dire que ce ne sont plus les incendies qui sont le travail essentiel des sapeurs-pompiers. Les interventions sont tout à fait différentes maintenant, même s'ils continuent à intervenir, bien sûr, d'intervenir sur les incendies de Paris et de la banlieue parisienne. Et c'est une nouveauté. Pour clore le défilé, à nouveau un défilé aérien. 3 Mirage 2000C, 3 Mirage F1CR et 3 Jaguars qui vont mettre fin à ce défilé du 14 juillet 1995 sur les Champs-Élysées à Paris. Voilà, là nous avons. Ce sont les Mirage F1. Dire de bêtises. Devant, ce sont des Mirage 2000, 3 Mirage 2000C, j'en suis sûr. Derrière, 3 Mirage F1 et ensuite 3 Jaguars au-dessus de la cathédrale Notre-Dame. Voilà, c'est une innovation pour cette année. Un défilé aérien scindé en plusieurs morceaux et notamment un défilé aérien à la fin de la présentation des troupes à pied et des troupes motorisées et blindées. Le général gouverneur militaire de Paris, le général Guignon, se présente devant la tribune du président de la République. Monsieur Chirac descend d'ailleurs de cette tribune. Je suppose qu'il va féliciter le général pour l'excellence du défilé. Je pense que nous allons l'entendre. Ah. Non, j'ai l'impression que le sort nous est contraire. Nous n'entendons pas ce que dit le président de la République au général-gouverneur militaire. Enfin, je suis certain que ce sont des félicitations. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas eu de problème lors de ce défilé. En tous les cas, pas de problème visible. Bon, certes, les militaires vont vérifier tout cela avec ce qui a été filmé par eux et rectifier s'il y avait des choses à rectifier, mais cela m'étonnerait. Le président de la République a salué M. Blaise Compaoré, je vous le disais, le président du Burkina Faso, M. Monory, le président du Sénat et M. Seguin. Et vous avez vu également M. Millon et M. Juppé. M. Millon, je vous rappelle, quittera, le ministre de la Défense quittera Paris. Voilà, M. Philippe Seguin. M. Millon quittera Paris dans quelques minutes pour se rendre en Yougoslavie. Le chef de l'État quitte maintenant la tribune officielle. L'escorte motocycliste s'apprête. Non, le président de la République se dirige, tiens, à pied vers son escorte. C'est original comme traitement, une innovation. Et voilà, la voiture du président de la République est maintenant prête. Le chef de l'État va se rendre donc au Palais de l'Élysée pour accueillir ses hôtes. Alors je le disais tout à l'heure, on ne parle plus. Au revoir, M. Chirac. On ne parle plus de garden party, mais de réception. Et ce sera une réception où il y aura moins d'invités que les années précédentes. Il y aura quand même 4000 jeunes. Nous les allons les retrouver tout de suite. Ils sont prêts, 4000 jeunes et les membres des assemblées, bien sûr, et du gouvernement. Et la boisson, ce sera jus d'orange.